Le président de la République du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, brigue un nouveau mandat avec 94,82% de voix exprimées. Je reprécise bien, il a organisé ces élections, il a eu plus de 94,82 personnes qui ont voté pour lui sur près de 2 millions d'électeurs. Bien non, il organisait ça, il partageait même 2 000 à tout le monde. On quittait ce soir en disant que le père reste au pouvoir à vie. On quitte tout ça. Alors, avant de continuer, je vous laisse d'abord écouter ce petit reportage, cet extrait de reportage, avant qu'on revienne sur un débat politique qui a été fait concernant cette situation. Écoutez d'abord ce petit reportage-là et on se retrouve. Au Congo, Denis Sassou Nguesso a été réélu pour un 5e mandat consécutif, selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État sortant a obtenu 94,82% des suffrages exprimés. D'après Raymond Zéphirin Mboulou, le taux de participation est de 84,65% avec environ 2,5 millions de bulletins déposés dans les urnes. Toutefois, dans plusieurs bureaux de vote de Brazzaville, la mobilisation semblait faible, avec peu, voire aucune file d'attente. Comme lors des précédentes élections présidentielles, Internet et le réseau téléphonique ont été suspendus sur tout le territoire, tandis que des restrictions de circulation ont été imposées dans la capitale. 6 autres candidats étaient en lice face aux dirigeants de 82 ans. L'un d'entre eux, Destin Gavé, avait revendiqué la victoire avant l'annonce des résultats provisoires. Candidat du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso a accédé pour la première fois à la présidence en 1979, avant de quitter le pouvoir en 1992 à l'issue des premières élections multipartites du pays. Il est revenu aux affaires en 1997. Je dois d'abord remercier le peuple congolais, tous les électeurs, parce que les élections se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité, de sécurité, comme je l'avais souhaité et comme le peuple aussi l'avait souhaité. Et à travers les résultats que nous venons de suivre, on peut dire que le peuple a massivement participé à l'élection, ce qui montre son niveau élevé de civisme, le sens patriotique aussi. Nous devons d'abord nous féliciter de cela. Et naturellement remercier le peuple et les électeurs qui m'ont de nouveau fait confiance, largement fait confiance, comme du reste le peuple lui-même l'a dit pendant la campagne dans tous les départements. Donc le peuple a tenu parole. Et il faut l'affirmer comme cela. Le peuple a tenu parole. Il reste que nous tenions parole, nous aussi. Et nous promettons de nous engager fermement. Nous allons développer toutes nos sources d'énergie et de volonté pour faire tout ce qui est possible. Après avoir écouté ce reportage, on se pose deux questions. La première, celle de savoir, est-ce que les Congolais aiment tellement M. Denis Sassou Nguesso à un tel point où ils ont décidé de le réélire à la tête du Congo? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils l'aiment tellement? Et la deuxième question est celle de savoir, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a organisé sa propre succession à son propre décès? Je m'explique. C'est-à-dire qu'on sait que quand il y a des élections qui sont organisées dans un pays, on suppose que le chef d'État est déjà en train de partir. Donc, on le considère comme un chef d'État qui est en train de quitter du pouvoir. Maintenant, si au lieu d'être chef d'État qui est en train de quitter du pouvoir, tu organises plutôt ta succession à ton propre décès, ça veut tout simplement dire que là, on a une mascarade politique. Alors, pour étayer ou bien pour éclairer encore votre lanterne, pour que vous puissiez être mieux informés, j'aimerais que vous écoutiez ce débat télévisé de certains Congolais, de certains Congolais qui donnent leur opinion sur une chaîne de télé que j'ai ramassé là, ça et là,
qui est très intéressant, que je vous invite à regarder. Regardez ça, dites ce que vous pensez. Je vais coller mon commentaire à la fin. Alors, Carlyle, permettez-moi déjà de commencer par la forme des résultats publiés. La forme de ces résultats nous a prouvé que tout ce que nous disons par la suite, par rapport à la vérité des urnes, par rapport à l'expression de l'intérêt des Congolais vis-à-vis du candidat Mélin Destin-Gavé Elengo, est soutenu. Pourquoi? Déjà, le ministre de l'Intérieur qui vient faire la publication des résultats commence par dire qu'il publiait les résultats de l'élection présidentielle des 12 et 13 mars 2026. Or, il s'avère que tout le monde, tous les observateurs, congolais ou internationaux, tous les Congolais qui ont participé à ce scrutin, savent très bien que le 13 mars 2026, tout le monde était en dernier jour de campagne. Donc, on se demande, rien que par là, de quel scrutin du 13 mars le ministre a-t-il voulu parler? D'où cela remet déjà en question tous les chiffres qui nous sont annoncés, puisque ne reflétant pas la réalité du terrain. Vous avez 84,65% de taux de participation. Mais ici, vous avez tous vu, en partant du vote de la force publique le 12 mars, jusqu'au vote du reste de la population le 15 mars, le dimanche 15 mars, et non pas le 13 mars, alors vous avez constaté qu'il y avait un vide. Vous avez constaté que même la presse relayait le fait qu'il n'y avait pas de participation massive à cette élection. Donc, dire qu'il y a eu 84% de taux de participation, c'est une invention pure et simple des laboratoires du PCT. Et d'ailleurs, vous allez voir à un moment donné comment y a-t-il eu des irrégularités que nous soulignons, telles que le bourrage des urnes. Vous allez avoir une illustration. On l'a vu tout à l'heure, on peut la remettre, s'il vous plaît, en grand pour qu'on puisse voir, messieurs, s'il vous plaît. Le bourrage des urnes. On va agrandir l'illustration, merci. Allez-y, voilà. continuez. Donc, comme vous le constatez, parmi ces gens-là qui sont certainement des agents des services électoraux, il y avait... C'est dans quel bureau de vote ça, ces vidéos que vous nous avez fait parvenir? Oui, c'est à la fin, en fait. C'est où? Bon, ça doit être à Brazzaville. On ne l'a pas encore identifié. Mais sur les bulletins, il y a bien des images des candidats. Et la personne qui a publié cette vidéo pour sa protection n'a pas voulu indiquer clairement d'où ça venait, mais a donné un indice qu'il s'agit bien du plein cœur de Brazzaville. La personne qui a diffusé ces vidéos... Hubert, on va parler sérieusement. Oui. Là, du coup, on a une situation assez flagrante. C'est quoi la suite pour vous? Comment vous comptez contester cette affaire? Et puis surtout, est-ce que ce n'était pas prévisible? Alors, on revient sur le plateau, s'il vous plaît. Ouais. Je voudrais d'abord en venir à des irrégularités que nous soulignons, si vous permettez. Bon, nous, on n'est pas le Conseil constitutionnel, on ne pourra pas vous aider à faire grand chose. Voilà, donc je voulais dire qu'il y a eu, par exemple, des expulsions des délégués de notre candidat dans certains bureaux de vote, par exemple dans le département du Niari. Il y a eu des menaces de mort, par exemple à Mongondo Sud, qui ont été proférées par un sous-préfet contre un délégué, un directeur départemental de campagne de notre candidat. Il y a eu, par exemple, des intimidations de tout genre. Et vous avez, je vous prends ici quelques cas sur des chiffres. Au niveau de Mosenjo, le district de Mosenjo, le président Mélin Destin-Gavé a eu, d'après les procès-verbaux que nous avons reçus, plus de 6 000 voix, contre 2 000 du président sortant. Dans le district de Mongondo Sud, il a eu 648 voix. Dans le district de Yaya, il a eu, par exemple, 400 voix. Mais en condensé, c'est que vous avez. Oui. Ça lui donne déjà plus de 7 000 et quelques voix. Or, sur la totalité au niveau national, on lui a donné 23 077 voix. Vous imaginez? Et selon vos chiffres, en principe, il devait obtenir combien, selon vos chiffres? Selon nos chiffres, il était à plus de 1 million et quelques de voix. Donc, vainqueur de la présidentielle. Je peux dire que d'après les remontées que nous avons, des témoignages de toute la République quasiment, des Congolais qui ont été allés voter, même si timidement, mais les 35% que nous évaluons de taux de participation, de 30 à 35%. 30 à 35% de taux de participation sur l'ensemble du territoire national, ces derniers ont massivement accordé leur confiance au président Gavé, en lui donnant par exemple, en lui mettant en tête, par exemple, à Dolizy, il a gagné. Ouais. Globalement, dans le département du Niari, d'où il est originaire, il a gagné. Il a gagné dans le département de la Bouenza. Il a été en tête. Vous avez le département de la Lékoumou, le département de Plateau. Le président revendique la victoire de l'Uniari à 97,98%. Vous savez que, comme je vous le dis, tout ça relève du bourrage des urnes et des élections, des résultats qui étaient prémédités. Puisque, quand vous dit, on publie les résultats du 13 mars 2026... Ça peut être l'absus? Non, je ne pense pas. À ce niveau-là, il n'y a pas d'absus possible. Donc, vous voyez très bien que le score accordé à notre candidat, le positionnement dans lequel on le place, c'est une façon de le ridiculiser, de minimiser tout ce qu'il a
pu mobiliser comme ressources humaines, je vais dire autour. Il n'y a pas eu un candidat parmi tous les candidats. Et donc c'était l'homme à abattre dans cette campagne, votre Bien sûr que c'était l'homme à abattre. Et dans ce cas, on fait quoi après? Parce que c'est peut-être ça aujourd'hui l'étape, parce que le président vient de célébrer sa victoire. Pourquoi c'était un homme à abattre. Ils ont essayé en 2022 de lui attribuer 38 voix à Dolisie. Tout le monde sait très bien que tous les Dolisiens qui ont voté massivement pour lui en 2022 savaient très bien qu'il avait eu plus de 1000 voix. Et donc, là, cette fois-ci, ils font de même. Ils le positionnent d'après leurs résultats de l'élection du 13 mars 2026, l'élection fictive. Ils le placent 4e et ils donnent 0,87% de suffrage ou de voix pour dire que, voilà, il ne pèse pas, il ne mérite rien, alors que c'est l'homme qui a parcouru 26 localités dans toute la République. Les autres on fait beaucoup moins que ça. S'il faut parler de mobilisation, quelqu'un qui fait plus de localités dans la République pendant la campagne, avec les maigres moyens, avec un appel gratuit auprès des populations congolaises qui sont venues massivement autour de lui, sans t-shirt, sans billet de banque, sans corruption, alors vous ne pouvez pas interpréter l'inverse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? La suite, c'est que le peuple congolais est en train de nous appeler, les appels fusent, pour nous dire, écoutez, nous avons constaté que dans ce pays, lorsque vous êtes vainqueur d'une élection, à la fin, vous finissez mal. Donc, pour éviter toute affaire qui puisse vous faire passer pour un martyr, alors nous vous demandons de continuer votre démarche dans le calme, de savoir comment mener votre démarche de revendication de la victoire si nécessaire. Mais à ce jour, nous sommes en train d'évaluer la situation, puisque nous sommes encore au stade des résultats provisoires. Et donc, nous sommes en train d'évaluer la situation au plus près, mais nous savons très bien que les Congolais ne cessent de nous dire... Merci Hubert. Bon, je pense qu'on l'a bien compris. Bon, Guy Mafimba. Bon, d'abord, nous sommes le 18 mars 2026 aujourd'hui. Je tiens d'abord à rappeler à tous les Congolais qui vont nous suivre et à la communauté internationale que le 18 mars 1977, le Congo a eu un chef d'État assassiné à son domicile. Le ministre de la Défense et de la Sécurité de l'époque, c'est un certain monsieur Denis Sassou Nguesso. Et en cela, moi, je suis un Ngouabiste. Je fais partie du PCT Canal historique. Et Marien Ngouabi, c'était un homme, un patriote, panafricaniste, un homme intègre. Je ne peux ne pas rendre hommage à cet homme-là. Et malheureusement, aujourd'hui, la nation a oublié cet homme. Et nous qui sommes des politiques... Mais un hommage qui est prévu aujourd'hui, non? Un hommage, comme on dit... J'ai vu passer une note du PCT. Au service minimum, parce que vous verrez jamais M. Denis Sassou Nguesso aller rendre hommage à Marien Ngouabi. Mais il ira rendre hommage à sa fille, ce qui est normal. Sa fille n'a jamais occupé une fonction officielle dans notre pays. Mais c'est toutes les institutions représentées qui sont passées à Oyo. Et je ne peux ne pas le dire. Parce que Denis Sassou Nguesso n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire de notre pays, politique de notre pays. Je tenais à le dire. Merci de me l'avoir permis de lancer cet appel-là à la conscience historique de notre pays, de ne pas oublier cet homme, Marien Ngouabi. Et le mois de mars, dans quelques jours, ça sera Alphonse Massamadeba, assassiné. Il n'a pas de sépulture. Et après, ça sera qui? Le cardinal Émile Biaïnda. Et pour l'histoire de notre pays, je ne peux ne pas le dire. Et j'invite nos téléspectateurs à retrouver le portrait que nous avons consacré à ces différents leaders. À ces différents leaders. Notre chaîne YouTube. Exactement. L'instant pub, on revient au plateau. Merci à toi, Karine. Alors, pour revenir à notre élection, je tiens aussi à passer mon bonjour à Maître Touré, de ne pas oublier mes Safou avant qu'il ne rentre sur Brazzaville, sur Paris. Bonjour, mon doyen. Et bon fin de séjour, bonne fin de séjour à Brazzaville. Pour revenir à notre élection, je l'avais dit déjà la dernière fois, je suis triste pour mon pays, hein, ce qui s'est passé hier. Ça va même échapper. Hubert vient de me rappeler que M. Mboula parlait du tête 12 et du 13. C'est une tragicomédie, ce que nous venons d'assister. Une tragicomédie qui, d'ailleurs, interpelle les curiosités mondiales. J'ai suivi un focus de Emmanuel Todd, sociologue brillant, qui a fait un focus sur les élections au Congo-Brazzaville. J'avais l'impression qu'il était en train de décrire la fiction Gondwana. Il a sorti même un concept qu'il a qualifié sur le Congo-Brazzaville, il appelle ça une pétocratie. Une pétocratie. Et je demande aux Congolais d'aller regarder ce... Et trop pour faire référence au pétrole? C'est-à-dire que le Congo se résume à la rente pétrolière qui est captée par une oligarchie, la fameuse oligarchie dont parlait Maître tout à l'heure, qui se retrouve à festoyer dans les hôtels et au siège.
En fait, c'est au moins, on va dire quoi, 5000 Congolais qui ont pris en otage le pays, qui ont capté la rente pétrolière. Et cette rente pétrolière-là leur permet d'asseoir quasiment une dictature et de balancer comme ça des miettes aux Congolais et de rendre la jeunesse, qui représente 60% de la population, apathique, c'est comme ça qu'on dit, je pense, apathique, qui ne peut plus, 70%, qui ne peut pas se révolter parce qu'on leur balance des miettes. Et lui, il a tracé un certain nombre de perspectives. Comment ça peut se passer après, où le chef d'État peut succomber au cours de son mandat parce qu'il est vieilli. On y reviendra tout à l'heure. À notre cas. Sachant que le porte-parole du gouvernement qualifie ces élections de dénouement conforme à l'adhésion populaire, M. Mongala, sur ce propos hier. Alors, quand j'ai écouté d'ailleurs le président Denis Sassou Nguesso, je me suis rendu compte que c'est un homme à la fois du passé et du passif. Vous le voyez poussif. Poussif dans le sens où il est revenu sur le taux de mobilisation, enfin comment on dit ça, la mobilisation de 94%. Pourquoi? Parce que comme je l'avais déjà prédit il y a 2, 3 mois, 4 mois, que l'opposition réelle aujourd'hui, dans notre pays, au regard du verrouillage de la régulation politique, c'était les Congolais. Et c'est le moment aussi pour moi de féliciter les Congolais qu'on croyait dupes. La mobilisation, oui maître, la mobilisation, on sait que c'est une clientèle politique qu'on a mobilisée à coût de 2000 et 5000 francs CFA, ça personne ne peut le contester. Maintenant les Congolais ont démontré le contraire. Ils ont dit ouais, on a pris votre argent, mais on n'ira pas dans les urnes. En lingala, il disait quoi? Bolamba, Bolia, Tokoyate, ils ne sont pas venus. C'est-à-dire vous pouvez préparer les plus beaux mets du monde, vous pouvez préparer les safous avec les tortues, on ne viendra pas. Et effectivement, les Congolais ont boudé les urnes. Une résistance pacifique qui, pour nous, est le premier gain de la stratégie que nous avons mis en place, le refus et la délégitimation de M. Denis Sassou Nguesso. Tu n'as pas de légitimité populaire, c'est-à-dire que tu n'as pas de légitimité. Maintenant, par rapport aux chiffres qu'ils ont donnés, moi, ça ne me surprend pas. Chez les scores soviétiques, nous sommes habitués, je suis même surpris qu'il n'ait pas donné 99% pour ces élections. Mais non, les scores qu'il a donnés aux autres. Oui, Urbain, mon jeune... C'est quand même moins de 2% de vous. Je vous avais prédit, j'avais prédit cela. M. Denis Sassou Nguesso avait besoin de faire valoir, consentant ou pas consentant. Je dis bien consentant. Il y en a qui ont été consentants, qui sont partis prendre des chèques pour jouer le faire valoir. Très bien pour eux. Mais il leur a montré que, écoutez, vous avez joué votre rôle comme des chiffons, ils balancent dans la poubelle. Mais aux yeux du peuple, les gens risquent d'être disqualifiés. Maintenant, ce que tu dis sur la victoire de Destin Gavé dans telle ou telle circonscription, moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut battre Denis Sassou Nguesso dans les urnes. N'importe qui. Mais en réalité, comme l'a dit Emmanuel Todd, Denis Sassou Nguesso n'organise pas les élections pour les perdre. Maintenant, je trace juste une perspective, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez vu circuler ici sur ce plateau 2 officiers qui ont dit quoi? Qui ont dit, nous, les élections, au Congo, on ne peut pas gagner les élections. La seule chose qui nous reste, c'est moi le terme, c'est les armes pour faire partir ce monsieur. Il y a une deuxième séquence de cette fameuse de l'opposition, des oppositions, ce que tu as raison de dire, qui s'appuie sur la légitimité populaire. Aujourd'hui, qui a été démontré que le peuple ne veut pas de ce régime, ne veut plus de ce régime. Et il y a 2 personnes qui incarnent toujours, Mokoko et Okombi. Il y a des gens qui sont restés fidèles à ces 2 personnalités comme nous autres. Et nous pensons, je l'ai dit la dernière fois, que cette piste-là, nous avons tendu la main à M. Denis Sassou Nguesso après sa tragicomédie en disant « Ok, très bien, maintenant libère les prisonniers politiques, discutons et nous allons trouver les voies et moyens d'une transition. » Parce que ce n'est que ça, c'est cette manière-là, pour éviter la première option de ceux qui prennent les armes et dans une sous-région en proie à des violences pratiquement un peu partout où on peut procurer les armes. Moi, je préfère dire les choses de manière tout à fait facile. Dans un pays qui a des potentialités où on peut dealer avec n'importe quelle puissance pour venir faire du Maduro, c'est possible. La troisième option, nous c'est la deuxième option, la troisième option, ce sont ces jeunes, dans le cadre de ce que nous avons appelé Téléma, que nous allons essayer d'implémenter un process politique pour demander à ces jeunes-là, vous n'êtes pas partis. Ok, maintenant, il faut aller revendiquer vos droits.
parce que je l'ai dit tantôt, dernièrement, la crise va s'installer. Poser une question vraiment en parlant des jeunes, en parlant de mobilisation. Vous avez évoqué le fait que certains jeunes ont été mobilisés à coups de biais. Est-ce qu'ils sont capables aussi de se mobiliser pour défendre leurs droits, comme vous le dites? Est-ce que Téléma sera capable de mobiliser ces jeunes sans les biais? Est-ce que les jeunes Congolais peuvent se mobiliser pour leurs droits sans les biais? Moi, je vais parler avec des faits. Aujourd'hui où je vous parle, là, j'ai un jeune frère à moi, un jeune, Cardin Brel Gomez, qui est dans les géoles de la DGEST, comment on appelle CID. Il a été pris le samedi. C'était le coordonnateur, c'est le coordonnateur de Téléma à Pointe-Noire. Samedi, ils sont partis l'enlever. Et garder, je l'ai su hier lorsqu'on a remis Internet. C'est pour dire quoi? Ce jeune-là, sans moyens, ce qu'on lui a reproché, parce que j'ai eu sa femme hier, que vous êtes avec les Guy Mafimba, avec les Cédric Balou, vous devriez mettre en place des jeunes pour détruire comment on appelle ça, les urnes et autres le dimanche, machin quoi. Ou vous allez contester les résultats. C'était pas notre truc. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ça va dépendre du profil des leaders ou d'un leader qui va demander aux jeunes de poser des actes. J'insiste sur la figure et le profil. Okay. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où je rejoins Lucien, je termine par cette phrase, les Congolais savent qui est qui. Ils savent qu'il y a des gens intègres, il y a des gens comme les Tati Mabiala, je ne sais pas quoi, les faire-valoir, quelques faire-valoir ou certains faire-valoir qui ont joué ils ne pourront jamais le suivre. Et d'où, c'est là où j'interpelle votre message d'hier avec Destin Gavé. Tu ne peux pas dire que j'ai gagné les élections et tu demandes aux gens gardez votre calme. C'est quoi? C'est une incohérence politique totale. Si j'estime que j'ai gagné les élections, je fais comme Babo, je dis allez sécuriser vos urnes. Ce n'est pas une incohérence. Ce n'est pas une incohérence, mais c'est de sécuriser les urnes le jour du vote. Mais non. Et ils ont été pour certains Écoute, tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Laisse aussi les autres le temps de dérouler leur truc. C'est à la fois une incohérence, une duplicité et un caractère enfoui, c'est ce que Freud appelle du refoulé. C'est-à-dire, faire le service minimum ne passe pas à l'autre. Ce que nous avons fait en 2016, Mokoko a dit, je ne reconnais pas les résultats, je demande au peuple de réclamer sa victoire. Okombi a dit la même chose. Lorsque votre leader dit, ah oui, j'ai gagné, machin quoi, ah, je vous demande le calme, mais ça veut dire que tu n'as pas de troupes derrière toi. Je tiens tu es en train de jouer un jeu qui ne passe derrière. Voilà. Prenne la parole. Voilà. Quelqu'un organise ces élections. Il a 84. Ça veut dire qu'il n'a pas eu d'opposants. Ou bien il a fabriqué ses propres opposants. En fait, on ne comprend pas. Parce que on se plaint par exemple du Cameroun que oui, le Cameroun est monté, c'est descendu, ça là à gauche. Mais au Cameroun, au moins, les élections, ce n'était pas comme ça, mon frère. Nous tous, on voit que le parti, il s'est seulement moqué des gens, en fait. Il s'est moqué des gens. Pour dire la vérité, il s'est moqué des gens. Soit les Congolais l'aiment tellement, soit les Congolais le détestent tellement qu'ils ont décidé de ne plus se mêler de la politique, de s'en foutre. Parce que comment comprendre qu'il y a seulement 2 millions d'électeurs sur toute une grande population en République du Congo-Brazzaville? Comment comprendre sur toute une grande population comme ça, il y a seulement 2 millions de personnes? Ça veut dire que si on part à Douala, je prends un exemple, dans une ville comme Douala, à Douala, on prend un quartier, par exemple, comme de l'entrée Bille jusqu'à Yassa. Peut-être c'est même beaucoup. Il y a seulement 2 millions de personnes. Soit on décourage les gens de s'inscrire sur les cartes d'électeurs, soit on fait en sorte que les gens ne s'inscrivent, soit on crée des stratagèmes pour que les gens ne s'inscrivent. Parce que moins vous vous intéressez à la politique, plus ça plaît aux politiciens. Parce que la population ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Comment comprendre que quelqu'un organise l'élection? Il a 94,82% de voix. Donc, ça veut dire que dans son pays, il n'y a personne qui est venu dire que je peux essayer de titiller le PSC. Donc, ça veut dire que soit il a très simplement, ça veut dire qu'il a éteint ses autres concurrents. Ça veut dire que les concurrents qui pensaient qu'ils pouvaient même faire quelque chose là, il a dit que stop, il les a mis de côté. Très clairement, on se rend compte qu'il a fabriqué ces gens. Parce que les gens qu'il a mis là, c'est tout à fait une mascarade qui s'est produite. Comment comprendre que M. Denis Sassou Nguesso, que vous voyez là, a 82 ans. Il est monté au pouvoir en 79. Après 79, en 92, quand il est monté au pouvoir en 79, c'était d'abord parti unique. Ça veut dire que c'était seulement lui le seul président. On ne faisait pas les élections. Après, avec la démocratie, l'arrivée de la démocratie et tout, on a organisé le multipartisme. Quand on a lancé le multipartisme, il y a eu des élections de 92. Il a perdu.
quand il perd en 92, 5 ans plus tard, notamment en 97, il décide de revenir. Dès qu'il revient en 97, depuis 97 que le père là est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, là, il avait fait 42 ans. Ça veut dire qu'avec les 5 ans, s'il sera maintenant à 47 ans, il a 82 ans. Ça veut dire que s'il va faire 5 ans, ça veut dire que là où il est là, la prochaine élection, c'est quand il aura 85, 86, 80, il aura 87 ans. Et jusque-là, il n'est pas prêt de laisser. Mais il y a un truc qui me marque quand même, c'est que quand tu vois le Patès, il est relativement jeune. Pour dire vrai, il est relativement jeune. Quand tu le vois par rapport à son âge, et c'est pour ça qu'on dit que l'argent vraiment, c'est le nerf de la guerre. Donc, moi, quand je regarde cette vidéo, quand j'ai écouté ce qui s'est passé au Congo, là, moi, j'ai vu en ça plus une mascarade qu'une élection. Honnêtement parlant, j'ai vu en ça plus une mascarade qu'une élection. Parce qu'une vraie élection ne se déroule pas de cette manière. Une vraie élection, en fait, c'est une élection sans opposant. Clairement, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais dit que Gabet est encore notre pays. Parce que chez nous, on a encore fait un peu semblant qu'on te montre. Parce que là, comment tu organises, tu es candidat à ta succession et tu n'as même pas quelqu'un qui va venir. Normalement, quand c'est comme ça, on crée même l'opposant, on crée un opposant qui va venir faire semblant de titiller le régime pour que le peuple ait encore espoir en disant que oui, l'histoire s'y peut changer, même si tu vas prendre. Parce que quand c'est comme ça, avec ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait, il a complètement retiré, on dit souvent retiré la joie. Il a retiré la joie aux Congolais de parler encore de l'histoire de politique. Donc, ça veut dire que les Congolais, là où ils sont, là, ils savent que le Père, sinon, le jour que Dieu l'appelle, Dieu l'a appelé, il nous libère. Et comment comprendre que pourquoi les dirigeants africains, dès qu'ils montent au pouvoir, ils ne veulent plus laisser. Ils ne veulent plus laisser. Dès qu'ils montent au pouvoir, ils arrangent la constitution de manière que ça va les avantager, premièrement. Et de deux, ils se rassurent qu'ils barricadent tout, de manière que ça... Pourquoi? Je me pose toute cette question. Et c'est là que vient la difficulté du fait que le continent africain ne va pas évoluer. Parce que comment comprendre qu'un continent peut évoluer avec des dirigeants qui ne veulent pas laisser l'alternance, des dirigeants qui ne veulent pas laisser la place à la jeunesse, des dirigeants qui ne veulent pas faire leur part et quitter, observer que quelqu'un d'autre fait. Donc, c'est les dirigeants que dès qu'ils montent, ils se concentrent. Bon, maintenant, avec la logique, quand tu montes depuis 79 que tu es au pouvoir, et depuis 79 que tu es au pouvoir, ça veut dire que quelqu'un qui viendra aussi, va aussi faire la même chose comme toi. Vous pensez qu'un jour l'Afrique pourra se développer? L'Afrique ne pourra jamais se développer. Moi, je n'ai pas besoin de parler parce que les chefs d'État, eux, ils s'en foutent d'abord. Tu parles ça, c'est ta part là-bas. Ils commentent ça juste parce que vous me suivez et vous allez dire ce que vous pensez en commentaire. Mais clairement, l'Afrique a encore des années-lumière du développement. L'Afrique ne peut pas se développer dans les prochains jours. Ça, c'est impossible. Avec un chef d'État qui monte, qui organise une élection, il a 94% de suffrages valablement exprimés. Ça montre clairement qu'il n'a pas d'opposants parce qu'il s'est battu pour que tous les opposants n'existent pas. Ceux qui sont là, ce sont des gens qui leur ont mis que bon, voilà, ok, dès que vous venez jouer le rôle d'opposant, dès que ça finit, chacun, c'est le business. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que la plupart des chefs d'État africains se battent pour détacher le peuple de la politique. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.